Je suis vraiment bien heureux d'être ici avec vous et de voir que la réponse à cette initiative a eu tant de répercussions. En fait, très rapidement, les 50 places ici ont été prises. Donc, je suis vraiment heureux parce que ça nous permet de voir est-ce qu'on va recommencer cette activité. Et, bon, on n'est pas à la fin de l'activité. Peut-être à la fin de l'activité, vous allez changer d'avis. Mais je pense qu'on va aller dans le sens de continuer cette activité. Je pense que c'est important. Dans des périodes de restrictions budgétaires, il n'y a pas beaucoup de formations qui sont possibles. L'Institut n'a pas de mandat de faire de la formation auprès du CIUS, c'est d'autres directions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une journée de formation, disons, c'est une journée, une demi-journée scientifique, ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut contourner un peu les règles. On va parler de légalisation du cannabis. Il y a peut-être des choses que vous allez savoir, des choses que vous savez un peu moins. C'est sûr que pour le format, la période de questions va être à la fin. J'aurais aimé qu'on puisse quand même interagir durant cette période-là. Ça fait moins plate d'avoir toujours le même conférencier en avant qui parle, mais on va garder les questions pour la fin et les commentaires. Donc, n'hésitez pas par contre, parce que ce que j'aime, moi, c'est cette discussion, ces échanges. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vais essayer d'aller assez rapidement, pas trop rapidement, pour laisser de la place avant l'intervention de Laurence pour des discussions. Vous voyez que c'est Serge Leboisse ici. La légalisation, c'est quoi? On va commencer par juste s'entendre sur les termes, parce que ce qui est fatigant de temps en temps, c'est on écoute les journalistes, puis décriminalisation, légalisation, c'est la même affaire. C'est pas la même affaire. Et c'est important de le savoir. Donc, très rapidement, là, on va regarder un peu c'est quoi la différence. Prohibition, on sait c'est quoi. Hein? Depuis une centaine d'années, c'est ça qu'on vit. Donc, c'est interdit. Et puis, 50 des affaires policières, plus que 50 des affaires policières actuelles, c'est possession simple de cannabis. C'est sûr que vous allez me dire, à Montréal, là, si la Sûreté municipale vous appréhende, vous avez un joint, on va dire débarrasse-toi-en, elle ne fera pas grand cas. J'ai un ami juge ici à Montréal qui dit « Moi, je n'ai jamais vu personne pour possession simple de cannabis », mais il y a quand même des gens qui sont associés à d'autres crimes, d'autres activités criminelles, puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on ajoute possession simple de cannabis. Mais c'est ce qu'on connaît, la prohibition actuellement, depuis une centaine d'années. Hein? C'est pas plus que ça, là, c'est depuis une centaine d'années. La décriminalisation, bien, c'est de dire peut-être que la personne qui est appréhendée, c'est peut-être pas un criminel. C'est pas parce qu'elle a dans ses poches ou qu'elle consomme un joint que c'est un criminel. Donc, peut-être que le contrôle pénal n'est pas le bon contrôle. On va décriminaliser la possession. Habituellement, c'est la possession qui est décriminalisée, mais on peut aussi décriminaliser la vente dans des contextes particuliers. C'est rare, mais on peut le faire. Vous avez certainement un pays en tête. On va revenir là-dessus. Et la légalisation, c'est faire entrer dans le cadre d'une loi. Donc, ça veut dire à partir de la production jusqu'à la vente, en passant par la distribution, c'est réglementé. Il y a des règles. Et c'est ça que ça veut dire, la légalisation. Là, nous, on va parler davantage de réglementation ou de légalisation à des fins récréatives, parce qu'on peut le faire aussi à des fins médicales. Ça fait depuis quelques années qu'on le fait ici au Canada, et on le fait dans plusieurs États. Donc, la légalisation, c'est ramener sous le contrôle de la loi des activités qui, avant, ce n'était pas permis. Donc, et là, on parle vraiment de consommation. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est réglementé qu'il n'y a pas de peine. Et tout à l'heure, on va regarder, il y a des peines assez importantes qui sont associées à des entraves, quand on passe par-dessus la loi actuelle. Hein? Et ça, on va revenir là-dessus. Et puis, bon, c'est ça. Ça définit quand même un cadre. Et le cadre peut être plus ou moins strict. Et ça, c'est ce qui va être intéressant au Canada. Parce que si on va dans l'Ouest, les cadres sont plus flexibles au niveau de la distribution du cannabis. Si on est autour de Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, des cadres un peu moins flexibles en termes de distribution. Et Laurence me présentait une planche que je trouve très intéressante. Il y a c'est un continuum, la légalisation. Les lois sur les drogues, c'est des continuums. On peut aller à l'ultra-prohibition. L'ultra-prohibition, c'est quoi? Bien, c'est l'ère Reagan, c'est l'ère Bush, père et fils. Ça, c'était l'ultra-prohibition. On peut penser à la prohibition avec une sorte de décriminalisation de facto ou de réduction des méfaits. Ça, c'est un peu ce qu'on avait au Canada. C'est sûr qu'on a eu l'ère
Harper qui a fait en sorte qu'on n'était plus sûr si on était du côté plus prohibitionniste ultra ou pas. Ça peut être une régularisation, ouh! C'est difficile le matin. Régularisation stricte. Et ça, c'est probablement ce que l'on va avoir au Québec. Une régularisation, en tout cas, des règles assez strictes. Il peut y avoir une régulation avec un marché relativement libre. Je vous parlais de l'ouest du Canada. C'est déjà ce qui se passe, hein? Même si c'est illégal, là, vous allez à Vancouver et vous allez voir des endroits où vous pouvez vous acheter du cannabis et puis ils ne sont pas très faussés sur savoir si vous avez un médecin qui vous a donné une prescription. Dans le temps, il y a 5 ans à peu près, si vous n'aviez pas de médecin qui vous donne une prescription, on vous disait « OK, on a des bons contacts », on appelait quelqu'un, on disait « C'est quoi ton problème? J'ai mal au dos ». À ce moment-là, on communiquait avec un médecin, il envoyait un fax prescription. Maintenant, il ne se donne même plus la peine de ça. Vous avez mal au dos, vous allez avoir votre cannabis médical, et c'est au Canada, ça, alors qu'on est sous un régime de prohibition. Donc, il y a ça. Et il y a la commercialisation, la promotion. Et ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Dans les États qui ont réglementé, je n'ai pas dit régulé, là, réglementer le cannabis, c'est une promotion commerciale. On va voir, j'ai pris des photos tout à l'heure qu'on va vous montrer. Et on voit que, dépendamment de l'endroit où on est, on peut avoir des problèmes de santé, des problèmes sociaux plus ou moins importants. Et les recherches montrent que l'ultra-prohibition, tout autant que la commercialisation excessive, bien, ça entraîne des problèmes de santé, ça entraîne des problèmes sociaux assez importants. Et ce que l'on voit aussi sur cette diapositive, c'est que la direction qu'a pris le cannabis, les politiques sur le cannabis, est un peu contraire à la direction qu'a pris les politiques sur le tabac, alors que pour les politiques sur le tabac, c'est de plus en plus réglementé, de plus en plus restrictif. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs ici, mais c'est de plus en plus difficile de fumer. Alors que pour le cannabis, c'est des lois qui sont plus flexibles qu'auparavant. OK. La légalisation, pourquoi maintenant? On peut se poser la question, qu'est-ce qui a piqué le premier ministre? Dans le temps, il n'était pas premier ministre quand il a... en fait, Justin Trudeau était 3e dans les intentions de vote quand il a mis en marché cette idée de légalisation du cannabis. Donc, pas grand monde pensait. Il était derrière le NPD, là, si vous vous souvenez. Donc, pas grand monde qui pensait qu'il était pour être élu. Bien, malgré le fait qu'il a mis cette position de légalisation sur la scène, il a quand même été élu. Pourquoi? C'est pas parce qu'il s'est levé à un moment donné puis il a dit « Bon, ben je devrais légaliser. Il me semble que ce serait le fun. J'en ai déjà fumé dans ma jeunesse, fait que ça serait correct. » C'est vraiment pas ça. C'est qu'il y a eu 3 commissions d'enquête importantes qui ont regardé qu'est-ce qui se passe avec les drogues illicites, et particulièrement le cannabis. Je ne sais pas, ici, la moyenne d'âge est vraiment très, très, très jeune, donc probablement que vous ne vous souvenez pas beaucoup de Marie-André Bertrand. Ceux qui étaient en criminologie, c'est un professeur de criminologie, bien, elle a participé à la commission Ledin. C'était la première commission. Ça, c'était dans les années 70. Il y en a qui n'étaient même pas dans les pensées de leur mère ou de leur père à ce moment-là. Mais dans les années 70, il y a eu une première commission royale d'enquête qui était présidée par le juge Ledin, qui a regardé qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et avec des recommandations. Marie-André Bertrand a été beaucoup plus loin que les recommandations du rapport Ledin. Elle disait qu'il faut légaliser le cannabis. Mais plus récemment, il y a eu le comité sénatorial Nolin, qui est au début des années 2000, qui, lui, disait qu'il faut légaliser le cannabis. Pas seulement lui, c'était suite à son enquête, à son enquête sénatoriale. Il faut légaliser le cannabis. Et il disait la décriminalisation est le pire de tous les maux parce qu'on favorise la consommation éventuellement, mais on laisse les profits de la vente du cannabis à des milieux criminels, à des marchés criminels. Et il y a eu un dernier rapport, à peu près quelques mois après, le comité parlementaire qui, lui, trouvait que le comité sénatorial allait peut-être un peu loin en recommandant la légalisation, qui avait une approche un peu plus modérée. Mais dans les 3 commissions, commissions d'enquête, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des conclusions très semblables. Premièrement, la criminalisation du cannabis, ça s'appuie sur rien.
Ça s'est appuyé sur rien au début du 20e siècle et ça s'appuie sur rien encore. Deuxième élément important dans toutes ces commissions, c'est qu'il faut un contrôle, mais le contrôle pénal n'est probablement pas le meilleur contrôle pour régler les problèmes de consommation de cannabis ou d'autres drogues. Non seulement ça, mais il y a des effets pervers à la criminalisation. C'est assez difficile d'avoir accès à certaines professions lorsqu'on a un casier judiciaire. C'est assez difficile d'aller voyager aux États-Unis quand on a un casier judiciaire. C'est sûr que si vous consommez du pot, vous n'avez peut-être pas l'intention d'aller aux États-Unis. Là, c'est surtout dans le temps que c'était Bush. Quoique Colorado, État de Washington, peut être intéressant quand même avec la vente légale. Et dans les 3 commissions, ce qu'on disait, c'est qu'il faut une véritable politique de santé publique. Donc, il faut que cette légalisation ou cette décriminalisation, parce que le rapport du comité parlementaire, c'était la décriminalisation qui était prévue, cette flexibilité au niveau des lois doit être accompagnée de politiques de santé publique. Et ça, on peut parfois avoir tendance à l'oublier, mais c'est très important d'être accompagné par une véritable politique de santé publique. La légalisation ailleurs, est-ce que ça vous dit quelque chose? Cette photo-là, coffee shops, c'est quel pays vous pensez? On voit donc un menu ici, là, c'est pas très clair, mais avec les prix de différents joints. Ici, c'est malheureux que la clarté fasse en sorte qu'on ne voit pas, mais c'est une sorte de bar où est-ce qu'on peut consommer. Et puis, c'est un coffee shop. Avez-vous une idée? Amsterdam, les Pays-Bas, tout à fait, les coffee shops. Ce n'est pas la légalisation, c'est la décriminalisation. Et c'est un des seuls pays qui a décriminalisé non seulement la consommation, mais qui a décriminalisé aussi la distribution dans des cadres très stricts. Le cadre très strict, c'est les coffee shops. Donc, mais c'est de la décriminalisation. Vous avez peut-être entendu parler d'un autre pays qui a décriminalisé. Portugal. Portugal, effectivement, a décriminalisé quoi? Toutes les drogues. Héroïne, cocaïne, vous les mentionnez, toutes les drogues. Qu'est-ce qui se passe au Portugal? Vous êtes appréhendé, probablement vous êtes appréhendé parce que vous êtes sur le lieu public en train de consommer, parce qu'ils ne cognent pas dans les maisons pour savoir si vous consommez. Donc, vous êtes appréhendé sur le lieu public. On dit, bon, OK, demain ou la semaine prochaine, on va te donner un rendez-vous pour rencontrer un comité de dissuasion. Ça s'appelle comme ça, comité de dissuasion, en portugais bien sûr. Ça s'appelle comité de dissuasion. C'est habituellement un travailleur social ou un criminologue, habituellement un juriste et un professionnel de la santé, souvent des infirmières. Donc, ces 3 personnes-là rencontrent la personne, essaient d'évaluer est-ce que la personne a un problème de dépendance. Si elle a un problème de dépendance, ils ont un accès très rapide vers des services en dépendance. Rapide. Sauf ici, des fois, c'est un peu difficile, cette rapidité. Un service rapide vers les services en dépendance. Si la personne n'a pas l'air à être dépendante, c'est juste un jeune qui veut s'amuser, on dit, prochaine fois, là, fais attention. Hein? Tu as dérangé l'ordre public, on t'a vu. Donc, consomme chez vous, consomme n'importe où, mais ne dérange pas l'ordre public. Si tu déranges à nouveau, tu vas avoir soit un travail communautaire à faire, soit une amende à faire. Et c'est tout. Pas de casier judiciaire. Et ce qu'on s'aperçoit, vous avez ici des statistiques qu'on voit. Le Portugal n'est pas en plus mauvaise position que les autres pays limitrophes. On voit ici on voit que ce sont les overdoses par million d'habitants. On voit que c'est 44,6 en Grande-Bretagne, 147 aux États-Unis et 3 au Portugal. Donc, c'est vraiment une politique de réduction des méfaits qui semble avoir apporté des choses. Il faut faire attention, par contre, dans ces statistiques-là, ça peut être très prenant, mais en même temps, avant même la décriminalisation de toutes les drogues, le nombre d'overdoses n'était pas aussi élevé qu'aux États-Unis. Mais, donc, ça montre qu'il n'y a pas eu cette augmentation importante. Il y a d'autres statistiques ici qu'on peut voir. C'est très facile d'obtenir ces statistiques sur Internet si vous êtes intéressé. Mais donc, c'est la décriminalisation, ce n'est pas la légalisation. Ce qui fait que la personne qui consomme
achète son produit de quelqu'un qui est dans l'illégalité. Il n'y a aucun contrôle des produits. C'est la décriminalisation. Si on veut parler de la légalisation maintenant, vous allez voir que c'est quelque chose d'Amérique du Nord. L'Europe a décriminalisé, l'Amérique du Nord légalise. C'est davantage ça qu'on voit. Est-ce que Louis Vincent a le droit de dire quelque chose? On parle d'Amérique en grand parce que c'est... J'ai dit l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique. J'ai dit l'Amérique du Nord? Corrigez l'Amérique. C'est clairement l'Amérique. C'est un fait américain parce que l'Europe, c'est vraiment la décriminalisation. Et qu'est-ce qu'on a? C'est surtout, il y a un seul pays jusqu'ici qui l'a vraiment légalisé, c'est l'Uruguay en 2013, mais en même temps a eu des problèmes parce que c'était une distribution en pharmacie. Les pharmaciens n'étaient pas si chauds que ça à l'idée de commencer à distribuer du cannabis en pharmacie ou de vendre du cannabis en pharmacie. Je trouvais que ce n'était pas nécessairement la clientèle qu'ils voulaient attirer. Jean Coutu, pourtant, aimerait bien ça attirer ici au Canada. Mais bon, en tout cas, eux étaient moins intéressés. Il fallait s'inscrire sur une liste, donc un registre. Les consommateurs n'aimaient pas bien ça non plus. Je ne sais pas si j'étais en Uruguay, mais puis il fallait que je sois inscrit sur une liste. Là, je ne sais pas si j'aimerais bien ça. Donc, ça a pris du temps. Mais il y avait aussi la culture communautaire qui était permise. Mais les deux premiers États, et c'est souvent sur ces États-là qu'on se fie, ce sont Colorado et l'État de Washington. Pas Washington, D.C., l'État de Washington dans l'Ouest. Et c'est là-dessus qu'on se base beaucoup pour savoir c'est quoi les effets, et on va parler de ces États-là tout à l'heure. Il y a la Jamaïque, qui est un autre cas bizarre, parce que c'est légalisé, mais pour la religion. Donc, à ce moment-là, si vous êtes d'un mouvement religieux, ça va, mais si vous n'êtes pas adhérent à ce mouvement religieux, non, c'est pas légal. Et vous voyez, donc, à partir de 2012, il y a eu plusieurs États qui ont commencé à légaliser, et le Vermont va être le prochain en 2018. Il y a une photo ici qui montre en foncé, ce qui est vu en foncé, donc beaucoup dans l'Ouest. Ça, c'est les États qui ont légalisé pour à la fois médical et récréatif. Vous avez un peu plus pâle ici les États qui ont décriminalisé. Donc ici, donc un peu plus pâle. Non, ça, c'est Colorado, désolé, ça, c'est légalisé pour des fins récréatives. Mais donc, vous voyez un peu plus dans l'Est, les États qui ont légalisé pour les fins médicales. Vous voyez un peu plus pâle aussi ceux que c'est encore illégal. Pour tout. Il n'y a rien, il n'y a même pas de décriminalisation. Et ça, c'est Kansas, South Dakota, Idaho, je crois, si ma mémoire est bonne de ma géographie dans le temps. Donc, il y a très peu d'États où est-ce que ce n'est pas ni décriminalisé, ni accepté pour au moins le médical. Et à peu près une dizaine, en 2018, il va y avoir à peu près une dizaine d'États qui vont avoir légalisé aussi pour des fins récréatives. Aux États-Unis, il y a une interdiction au niveau fédéral, ce qui va être très différent de l'Uruguay ou du Canada. Interdiction au niveau fédéral, les banques sont à charte, là, c'est des chartes fédérales. Donc, j'ai eu la chance d'aller dans l'État de Washington et dans l'État du Colorado il y a à peu près 3 ans. Chaque dispensaire de cannabis avait des coffres-forts où est-ce qu'ils entassaient l'argent parce qu'ils ne pouvaient pas aller le déposer à la banque, tout simplement. Là, ça s'est réglé un petit peu, mais c'est encore difficile. Vous ne pouvez pas payer. Si vous allez faire un petit tour cet été au Colorado, je ne pense pas que ce soit encore accepté les cartes de crédit pour payer. Donc, il faut vous payer comptant parce que les cartes de crédit appartiennent à des banques qui sont à charte fédérale. Et du côté fédéral, c'est interdit. Là-bas, c'est l'âge de la majorité qui est accepté, mais l'âge de la majorité dans les États américains, c'est 21 ans. Donc, c'est seulement à partir de 21 ans que c'est acceptable, que vous pouvez aller acheter du cannabis. C'est une industrie privée à but lucratif, à but très lucratif. Et ça, c'est une différence avec ce qu'on va avoir ici, donc avec de la commercialisation. Ici, vous pourriez trouver sur Internet facilement ces choses-là. Donc, vous voyez en haut des grands panneaux publicitaires
qui disent finalement, venez acheter chez nous, c'est bien meilleur marché, avec la bien meilleure qualité. C'est en gros ça l'idée. Vous avez des spéciaux, là c'est pour Noël, mais vous pouvez avoir des spéciaux pour la Saint-Valentin. Vous avez des spéciaux, il y a des endroits où il y a des spéciaux à chaque jour. La journée de la femme, la journée du chien, la journée de je ne sais pas quoi, la journée de l'homme. Il y en a qui disent que c'est toujours les journées de l'homme. Mais vous voyez donc, il y a des spéciaux. Donc, ça sert à quoi, là? Ça sert à augmenter la consommation. C'est ça l'idée du privé. Vous voyez ici, c'est une marque qui dit, bon, ben, tu n'as pas besoin, ou tu peux t'habiller comme dans le temps des hippies, mais consomme surtout mon produit parce qu'il est bien bon. Ici, vous avez, si vous dépensez pour 25 $ ou plus, bien, vous allez avoir pour 25 $ de produits gratis. Donc, on voit un marketing assez agressif ici, avec la compétition. Vous pouvez aussi booker d'avance. Si vous allez au Colorado, dans l'État de Washington, c'est la même chose. Vous pouvez booker d'avance un tour guidé en limousine privée pour aller visiter les endroits. Ils vont vous conseiller les meilleurs endroits. Ils vont vous conseiller aussi les endroits où les hôtels où vous pouvez consommer à l'intérieur de l'hôtel. Donc, vous voyez là, il y a un marketing. Ce n'est pas ça qui va se produire au Québec actuellement, et j'espère pas à long terme. Parce que clairement, la commercialisation est en lien avec une augmentation de façon habituelle. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Mais clairement, les États-Unis, là, c'est le signe de la commercialisation. Donc, on ne sait pas si l'impact de la légalisation qu'on étudie, ce n'est pas plutôt l'impact d'une légalisation assortie d'une commercialisation que je qualifie d'outrancière. L'Uruguay, je vous en ai parlé, distribution en pharmacie ou coopérative de quartier, je vous ai parlé au-dessus de la Jamaïque. Un point commun, c'est l'âge de la majorité. Parce qu'on s'est posé une question ici, à savoir au Québec, à quel âge devrait-on donner accès légal aux produits? L'Association des psychiatres disait, avant 25 ans, ça peut avoir un effet sur le cerveau. Mais partout ailleurs, c'est l'âge légal de la majorité, que ce soit aux États-Unis, en Uruguay, en Jamaïque. Là, c'est l'âge légal. Le problème, si c'est un problème qu'on a ici, c'est que nous, l'âge légal, c'est 18 ans. Nos voisins de l'Ontario, c'est 19 ans. Mais en même temps, je pense que on va vers cet âge légal de la majorité à 18 ans. Le problème qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on sait que les plus gros consommateurs de cannabis actuellement, c'est les 18-25. C'est les plus gros consommateurs. Des dernières études, là, je pense que c'est 41,7 qui ont consommé dans la dernière année. C'est toujours au-dessus du tiers. C'est les plus gros consommateurs. Si vous enlevez les plus gros consommateurs du marché légal, premièrement, ils vont continuer à consommer de la scrap. Mais deuxièmement, où est-ce qu'ils vont s'approvisionner? Ils vont s'approvisionner encore sur le marché criminel. Donc, le législateur, un des objectifs du législateur, c'est d'essayer d'enlever le plus possible la part du marché au marché criminel, ce qui fait qu'à ce moment-là, 18 ans semble effectivement une bonne voie. Mais ça peut, l'Association des psychiatres québécois n'est vraiment pas de cet avis-là. La légalisation ici, c'est sûr que ça a été des choix difficiles, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, et je dirais plus au niveau provincial qu'au niveau fédéral, parce que le fédéral encadre les grandes balises, alors que les provinces doivent, eux, mettre en application de façon plus détaillée ces politiques-là. Donc, on va donner des permis pour quoi? Ça, c'est le fédéral qui donne ces permis-là. On va donner l'accès de quelle façon? Mais de quelle façon, c'est bien sûr l'âge, mais ça peut être aussi à quelle distance des écoles. Dans l'État de Washington, au début, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, il faut que ce soit, je ne me souviens plus combien de mètres, disons 1000 mètres, là, d'une école, d'un centre jeunesse, d'une maison pour personnes âgées, d'un centre communautaire, puis je ne me souviens plus de quoi. Ce qui fait que dans la ville de Seattle, il y avait un petit îlot bien loin, un peu en banlieue, qui pouvait vendre. Ailleurs, là, tu ne pouvais pas vendre. Donc, ça faisait... c'était un peu un ghetto où tu pouvais vendre. Donc, ils ont dit, OK, peut-être que les maisons de personnes âgées, c'est peut-être moins important que ce soit à 1000 mètres. Donc, ils ont enlevé ce genre de restrictions-là et ils ont gardé surtout CPE, école, école secondaire, des choses comme ça.
Mais tout ça, il faut se poser la question. Et il n'y avait pas grand temps pour se poser la question. Il y avait à peu près une année. Les contrôles, plusieurs types de contrôles qu'il faut envisager. La promotion, la prévention. Et la promotion, à mon avis, c'est vraiment un élément très important pour savoir est-ce qu'on veut aller vers une augmentation de la consommation. Il faut regarder ça. Le projet de loi actuel, C-45, ça c'est fédéral. Quand c'est canadien, donc c'est le projet fédéral. Eux disent, c'est l'encadrement général, je vous l'ai dit, c'est 18 ans. Mais les provinces vont faire ce qu'ils veulent. Et effectivement, les provinces s'adaptent selon l'âge légal de la majorité. Ce qui fait qu'à côté de chez nous, à Ottawa, ça va être 19 ans. 4 plans. 4 plans, on pense que c'est 4 plans. Au début, c'était 4 plans d'1 mètre. Ils ont enlevé le 1 mètre. C'est sûr que les policiers n'étaient pas très intéressés à savoir là, quelle hauteur avait le plan. Mais ce n'est pas sûr. Parce qu'actuellement, j'ai été convoqué à la commission sénatoriale sur l'étude du projet de loi sur le cannabis et il est clair que les sénateurs actuels ne sont pas d'accord avec la culture à la maison. Ce qu'ils aimeraient, c'est vraiment l'interdire complètement. Ils s'aperçoivent qu'ils ne seront pas capables de l'interdire complètement. Ils vont probablement recommander un amendement pour que les provinces puissent le faire. Parce que le Québec et le Manitoba veulent interdire complètement la culture à la maison. 30 grammes en public. Ce qui va être permis, c'est le cannabis séché ou l'huile pour le moment. Donc, vous ne pourrez pas acheter des muffins. Il va falloir que vous les fassiez vous-même si vous voulez consommer de cette façon-là. Mais l'an prochain, une année après, il est possible que les produits transformés puissent être accessibles. Mais pas pour le moment. Pour le moment, c'est vraiment le cannabis séché et l'huile. Interdiction d'import-export, bien sûr, on s'en attendait. Il va y avoir des pouvoirs d'inspection et les inspections, soyez sûrs, vont être très fréquentes. Mise en place d'un suivi un système de suivi. Au Colorado et dans l'État de Washington actuellement, chaque graine a son petit code barre, donc son petit nom. Là. Puis on peut essayer de suivre cette graine-là jusqu'au moment où elle est vendue, donc elle est devenue une fleur, disons, un bud, et puis est vendue sur les étagères, des taxes. L'emballage. Et l'emballage, ça, c'est très important. Et à mon avis, tout de suite, on est entré dans une voie, je dirais, de santé publique qui est importante. Ça ici, on ne le voit pas très bien encore à cause de l'éclairage, mais c'est des gummy bears. C'est des gummy bears, mais le problème, c'est Edipur. Edipur, il ne fait pas des gummy bears juste avec du sucre. C'est des gummy bears avec du cannabis. Et il y a ici, dans ce sac-là, il doit en avoir à peu près, je dirais, à peu près 25 gummy bears qui ne sont pas enveloppés séparément. Et c'était vendu dans les magasins. Il y a eu des problèmes, particulièrement dans l'État du Colorado, où est-ce que des enfants ont consommé ça. Hey, c'est très attrayant. Ça ne paraît pas à cause des lumières, mais c'est un vrai jujube, là, coloré, vert, rouge, orange. Puis ça ressemble à un nounours, là. Ce qui fait qu'il y en a qui se sont ramassés à l'hôpital parce qu'ils consommaient ça. Ça va être de toute manière. Quand j'ai été au Colorado il y a 2-3 ans, c'était ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup trop de problèmes. Ici, au Canada, ça va être ça. Très différent. Et de toute façon, même quand le législateur va se positionner sur les produits transformables, le comité d'experts qui jusqu'ici, conseiller le gouvernement, dit qu'il ne faut pas vendre ce genre de produits-là qui sont trop attrayants pour les enfants, entre autres les gummy bears, donc ça ne se vendra pas. Mais bon, du chocolat, il va certainement avoir du chocolat. Mais chaque portion va devoir être enveloppée séparément. Donc, on va devoir l'ouvrir séparément. Et dans des sachets qui vont ressembler à ce genre de sachet-là. Donc, pas trop attrayant pour les enfants et surtout sécuritaire. Parce que si vous regardez aussi, le sachet est refermable. Les autres, là, ce n'est pas refermable. Donc, non, tu l'ouvrais, puis là, tu en prenais, puis
Puis l'autre chose aussi, ce que les gens, il n'y a pas eu de campagne d'éducation. Quand on fume un joint, 10 minutes, puis c'est sûr que tu commences à avoir l'effet. Là, hein, 12 de THC, là, mais tu consommes ton gummy bear, d'une part, c'est bon. Puis quand je consomme un gummy bear régulier, d'habitude, j'en prends plus qu'un. Mais bon, là, tu en prends un, tu sais, il y a du THC, tu vas faire attention. Donc, tu attends 10 minutes, rien. 15 minutes, il n'y a rien. Bon, bien, sais-tu, peut-être que je supporte davantage les gummy bears que je pensais. Tu en prends un deuxième, une demi-heure, encore rien. Prends le troisième, 45 minutes, une heure, ça arrive, là. Puis ça arrive vite, là. Puis ça arrive longtemps. Tu pensais aller travailler, là, à la fin de la journée, peut-être que tu vas être un peu moins productif. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Parce que au Colorado, dans l'État de Washington, les gens consommaient surtout, ils consommaient leurs joints. Puis c'est un peu la même chose ici au Québec, au Canada. Alors, on a tendance plutôt à consommer le joint ou d'autres produits, mais qui ont des effets rapides. Il y en a, c'est sûr, qui connaissent ça, les muffins, les space cakes, tout ça, mais c'est pas, il faut aussi informer les gens que si tu consommes ça, bien, l'effet, ça va tarder, puis l'effet va être plus longtemps. Donc, prévois un peu d'avoir du temps devant toi avant de consommer. Mais ça n'a pas été fait. On ne donnait pas cette information, ce qui fait qu'il y a eu des problèmes aux États-Unis. Le projet de loi fédéral aussi a des interdictions criminelles. Et une interdiction criminelle sur laquelle j'aimerais que vous vous arrêtiez un petit bout de temps, c'est le... Bon, je ne sais pas si vous avez des petites sœurs. Moi, je n'ai pas de petites sœurs ou de petits frères. Mais j'ai entendu mes amis dans le temps qui disaient que quand il n'y avait pas 18 ans, bien, ils allaient à la régie. Dans le temps, ça s'appelait la régie. Ils allaient à la SAQ, puis ils l'achetaient pour le petit frère, la petite sœur, qui n'avait pas l'âge, qui avait 17 ans, disons. Pas si grave que ça, vous dites. Oui, effectivement. Puis la règle, c'est pas si pire. Habituellement, je pense que on peut avoir à peu près 250 $ d'amende. Habituellement, la moyenne des amendes, c'est autour de 250 $. Puis c'est très rare, les grands frères qui ont eu ça, là, mais on peut avoir 250 $ d'amende. Si vous achetez à la Société québécoise de distribution du cannabis quelques grammes pour votre petit frère pour le party de sa graduation de l'école secondaire, bien, ici, la peine, là, ça s'appelle la vente, la distribution. Ce n'est pas 250 $. C'est maximum 14 ans de pénitencier. C'est sûr que les juges vont regarder là, ce qui se passe. Là. Mais vous voyez qu'il y a 2 poids et 2 mesures ici. Là. Pour l'alcool, hein, il y a quand même pas mal de... On le voit peut-être plus dans l'Ouest, là, mais dans les parties de graduation où est-ce que ces jeunes-là n'ont pas 19 ans, il y a des morts à chaque année. Hein, suite à des parties de graduation où est-ce qu'ils font toutes sortes de jeux pour prendre de l'alcool le plus vite possible, il y a des morts. Cannabis, il n'y a pas beaucoup de morts avec le cannabis. C'est plutôt rare des morts avec le cannabis. C'est pas très bien documenté, les morts avec le cannabis, mais c'est 14 ans de pénitencier. Il faut y penser. On a des règles qui sont un peu différentes. Bon, le projet de loi, il n'y a pas de C quand c'est Québec, c'est 157. C'est vraiment orienté sur la santé publique, vous allez le voir. Donc, le prix, c'est dur à dire. Au début, on disait 10 $ le gramme. Ensuite, les gens sur la rue ont dit « pas parfait, on va continuer. » Nous autres, à faire nos affaires, parce que 10 $ le gramme, on est capable de compétitionner avec ça. C'est assez simple. Mais là, il y a eu même un article dans la presse qui disait peut-être 6 $ le gramme. Et ça venait, semble-t-il, d'une conférence de presse du président de la SAQ, qui va être le président aussi de la société qui va distribuer le cannabis. Donc, pourrait être jusqu'à 6 $ le gramme. Là, c'est très compétitif avec le marché. Parce que si vous allez sur un site, je pense que c'est Statistique Canada qui fait ce site-là, mais vous pouvez voir, parce qu'ils font des enquêtes auprès des consommateurs, et vous pouvez dire le prix que vous payez votre cannabis. Et donc, vous pouvez savoir pour le Canada en entier, mais aussi pour chacune des provinces, c'est quoi le prix moyen actuellement sur la rue? Sur la rue ou chez vous, là, ils font la distribution chez vous. Vous n'avez pas besoin d'en rebelle pour aller chercher du cannabis. Et ça va être maximum 30 grammes dans les lieux publics, maximum 150 grammes à la maison. Interdiction de cultiver du cannabis.
Ça, on va le voir. Parce que juste avant moi, celle qui témoignait devant le comité sénatorial, c'était la ministre de la Justice. Et là, les sénateurs, ça a été pas mal plus dur pour elle que pour moi. Là, les sénateurs disaient, qu'est-ce que vous allez faire? Le Québec veut interdire la culture du cannabis. Allez-vous accepter cette règle-là? Elle disait, nous ne contesterons pas les lois provinciales. Puis là, mais elle disait, ensuite, après une pause, mais si un Canadien ou une Canadienne conteste la loi provinciale, nous allons les supporter parce que la loi fédérale prédomine sur la loi provinciale. Donc, c'est pour ça que les sénateurs là, veulent enchasser dans le projet de loi C-45 cette possibilité que les provinces aient toute l'autorité sur la possible culture de cannabis à la maison. Donc, actuellement, dans le projet de loi 157, il y a interdiction de cultiver. Publicité informative permise. Ça, c'est sûr que ça ouvre une porte un peu, mais il y a quand même un cadre au niveau de cette publicité informative. C'est une possibilité de fumer dans certains lieux publics. On est un peu plus libéral qu'en Ontario là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle le tabac plus. Il y a des endroits où est-ce on va pouvoir consommer le tabac, qu'on ne pourra pas consommer le cannabis. Monopole gouvernemental, et ça, c'est très bien, mais il y a un petit problème. Il y a l'article 55 dans le projet de loi actuel qui dit « c'est le législateur, il peut également autoriser le ministre des Finances à mettre en œuvre un projet pilote concernant la vente au détail de cannabis. » Là, je verrais très bien Jean Coutu qui avait des lobbies jusqu'à tout récemment, probablement qu'il continue à avoir des lobbies, ou l'équipe de dépanneurs bien connus qui voudrait vendre du cannabis. Et ça, à mon avis, c'est un problème parce que je ne sais pas quelles seraient les mesures d'impact que ces projets pilotes auraient, mais il est clair qu'ils risquent d'avoir un meilleur profit de la part des Jean Coutu de ce monde ou des dépanneurs de ce monde s'ils distribuaient le cannabis. Le problème, c'est qu'on ne veut pas avoir nécessairement du profit. Bien sûr, une compagnie privée, que des actionnaires comme Jean Coutu, là, il y a des actionnaires. Qu'est-ce qu'ils veulent, les actionnaires, quand ils mettent leur bille chez Jean Coutu? Ils veulent avoir des profits. Comment on fait pour avoir des profits? On augmente nos ventes ou on augmente notre nombre de consommateurs. C'est la façon de faire. Alors qu'une société d'État actuelle, comme dans le projet de loi qui est proposé, n'aurait pas de profit. En fait, les profits, on va le voir tout à l'heure, les profits de la société d'État iraient d'une part à la prévention et d'autre part à la recherche, une fois qu'ils ont épongé leur déficit. Actuellement, c'est le projet de loi. Dans le projet de loi aussi, conduite avec un véhicule routier, tolérance zéro. Et ça fait un problème. Ça fait un problème. Ça va faire la joie des avocats. Ça va faire la joie des avocats parce que ce qu'on peut mesurer dans la laine, c'est différent de ce qu'on peut mesurer, pas dans la laine, dans la salive, je veux dire, c'est différent de ce qu'on peut mesurer dans le sang. Et puis, les taux de plasma diffèrent. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne est apte ou pas à conduire? Ça reste combien de temps dans la salive? Ça reste combien de temps dans le sang? Est-ce que la présence de 2 nanogrammes, parce qu'on parle beaucoup de 2 nanogrammes, est-ce que la présence de 2 nanogrammes est vraiment associée au fait que la personne est dans une incapacité de conduire? Les tests actuellement ne sont pas admis en preuve. Et la ministre Charlebois nous a dit, tant que ce n'est pas admis en preuve, on n'appliquera pas cette mesure-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des policiers qui sont formés pour reconnaître si la personne est en capacité de conduire ou pas. Et puis, c'est ces tests-là qui vont être utilisés. Je vous ai parlé du fonds de revenu. Il va y avoir aussi un comité de vigilance qui va accompagner. Le comité de vigilance, nous, on aimerait aider avec l'INSPQ. Notre institut va déposer à la mi-juin un projet d'observatoire sur les drogues pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Un pouvoir d'inspection. La grosse question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de la consommation? Et ça, c'est vraiment la grosse question. Est-ce que vraiment il va y avoir une augmentation de la consommation? Ici, désolé, c'est en anglais, vous avez pour le Colorado et l'ensemble des États-Unis l'utilisation
c'est un self-report, l'utilisation des 12 à 17 ans dans les 30 derniers jours. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu la légalisation. Oups! La légalisation a eu lieu en 2012 et on s'aperçoit qu'il y a eu une baisse au niveau du Colorado, alors qu'une légère baisse, mais beaucoup moins marquée, au niveau des États-Unis. Mais ce sont des jeunes de 12 à 17 ans. N'oubliez pas, c'est à 21 ans que c'est légal. Mais il n'y a pas eu... Parce que c'était une crainte, à savoir, parce que la publicité que l'on fait, hein, on le sait ici avec le l'alcool, c'est souvent, on dit que c'est pour les adultes, mais c'est souvent aussi designé pour des plus jeunes. Donc, on peut penser qu'il y aurait pu avoir un effet, mais il y a même eu une baisse de la consommation rapportée dans les dernières années au Colorado. Si je fais le résumé aussi d'autres études, à Washington, on n'a pas vu d'augmentation aussi de la consommation chez les jeunes. Et ça préoccupe beaucoup les intervenants scolaires, les intervenants qui travaillent avec les jeunes. Mais on n'a pas vu, ni à l'État de Washington, ni au Colorado, une augmentation de la consommation. Par contre, on a vu une augmentation de la consommation de 16 % chez les adultes au niveau du Colorado. 16 %. Mais on se demande, est-ce que c'est la légalisation comme telle ou la commercialisation qui a eu cet impact? On pense que c'est beaucoup la commercialisation. Ici, vous voyez en bleu, c'est pour les 18-25 ans. Donc, les 18-25 ans, il y a la moitié là-dedans qui ne peuvent pas consommer, selon l'âge légal, puis l'autre moitié qui peuvent consommer. Mais c'est quand même le groupe de plus gros consommateurs aux États-Unis aussi, comme au Québec. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu deux périodes importante au niveau de l'augmentation de la consommation. Il y en a une qui est en 2009 et l'autre en 2012. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé au niveau de 2009 et 2012? 2012, vous avez une idée. Hein? On a parlé tout à l'heure, c'était la légalisation du cannabis à des fins récréatives. 2009? Médical. En fait, vous allez me dire, non, Brochu, tu es un peu dans les patates. La légalisation médicale a eu lieu au début des années 2000, mais la commercialisation au niveau du cannabis médical a eu lieu en 2009. La possibilité de commercialiser, de vanter. Mon pote médical est meilleur que le sien. Donc, les publicités, c'est à partir de 2009. Et vous voyez, à partir de 2009, une augmentation. 2012, c'est l'augmentation aussi qui est liée à la commercialisation au niveau récréatif. Donc, bon, c'est très imparfait comme statistique, mais on peut penser, ça laisse à penser que c'est plus la commercialisation que la légalisation qui pourrait avoir des effets. On pense aussi à la conduite automobile. Bien, la conduite automobile, ce qu'on s'aperçoit, vous voyez en bleu, c'est le total des conduites avec fatalité. On voit en rouge cette augmentation en lien avec le THC. C'est sûr que ce n'est pas aussi élevé que l'ensemble, mais on peut penser que la conduite avec cannabis a contribué à l'augmentation totale de la conduite qui amène des problèmes importants. On peut regarder aussi ici, ce que vous avez. Bon, vous voyez aussi, ici, en 2001, c'est le cannabis médical qui a été accepté, comme le disait Louis-Vincent. En 2010, en fait, c'est 2009, la commercialisation au niveau du cannabis médical, la commercialisation en 2012 autour du cannabis récréatif. Et vous voyez ici les problèmes dans les centres de poison qui ont été rapportés. Et donc, au niveau du cannabis médical, tant qu'il n'y a pas eu de promotion, les appels dans les centres de poison en lien avec le cannabis sont restés plutôt stables. Au moment où il y a eu une commercialisation en 2009, on a commencé à augmenter au niveau des problèmes de poison. Et puis, en 2012, ça a continué ici à augmenter. Puis là, on a une stabilisation. Donc, c'est un autre indice qui nous dit que c'est probablement plus la commercialisation que la légalisation qui est le problème ici. Bon, je termine là-dessus. Il me reste 2 minutes. Je termine là-dessus. Bon, la légalisation comporte plusieurs avantages.
dans les gros avantages, on contrôle c'est quoi le produit. Donc, les pesticides puis les bactéries qui sont là-dedans, on pense qu'il y en aura pas mal moins parce que ça va être contrôlé. Il n'y a pas de problème de casier judiciaire pour les jeunes consommateurs. C'est aussi quelque chose qui est important. On va contrôler les ventes, mais on va aussi avoir un accès au profit pour un réinvestissement. Actuellement, c'est en prévention et en recherche. Mais c'est sûr qu'il y a des risques qui sont associés à la légalisation. C'est cette augmentation de la consommation possible. On l'a vu. Ici, on a vu au Colorado, dans l'État de Washington, 16 il y a eu une enquête récemment auprès des Canadiens et on disait, quand ça va être légal, allez-vous consommer? Il y aurait, selon cette enquête-là, pour les Canadiens, 6 qui ne consomment pas actuellement, qui consommeraient. Donc, on pense à l'augmentation de la consommation. En soi, l'augmentation de la consommation, ce n'est pas tellement un problème, mais c'est les augmentations des méfaits qui sont associés à la consommation qui pourraient être un problème. Pour se prévaloir contre ces méfaits, bien, on dit interdiction de conduire, c'est dans le projet de loi 157. Interdiction de cultiver, c'est dans le projet de loi 157. Peu de points de vente. On va commencer avec une vingtaine de points de vente, autour de 4 à Montréal, proche des stations de métro, heureusement. Accès limité aux produits dans les points de vente, vous ne les verrez pas, ce n'est pas comme la Société des alcools, c'est comme mon père voyait au niveau de la Société des alcools dans le temps, là, on ne voyait pas les produits. Hein? On allait à un endroit, puis il y avait une liste, puis là, vous dites, bon, ben, tu vas me prendre, ce nom-là est intéressant, Loving Care, je ne sais pas trop. Ça fait que, là, ça va être skunk intense, des choses comme ça. Mais vous ne verrez pas le produit. Donc, vraiment pas pour stimuler. Mais là, ça, c'est des principes de santé publique, oui, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi du néo-prohibitionnisme? Il faut se poser la question, là, ce contrôle, est-ce qu'on a besoin d'un contrôle aussi excessif pour avoir une politique de santé publique efficace? Je pense qu'il faut se poser la question. C'est sûr qu'il faut des actions structurantes, surtout ces actions structurantes sont importantes, à mon avis, plus que peut-être une politique néo-prohibitionniste. Dans les actions structurantes, c'est bien sûr des inspections, du contrôle, des actions répressives contre les infracteurs, c'est clair. Mais à mon avis, ce qui est surtout important, c'est de l'information, de la formation. Actuellement, on ne contrôle pas le message. On ne contrôle vraiment pas le message. On parle énormément de la légalisation du cannabis, mais on ne contrôle pas le message. Ce que ça dit pour certains jeunes, là, c'est que ça va être légal. Pas dangereux, c'est légal. Toute substance psychoactive, vous le savez mieux que moi, toute substance psychoactive, que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis, ça a un effet sur le système nerveux central, ça a un effet sur les fonctions physiques. Ça peut être dangereux. On ne contrôle pas le message actuellement. Et le message qui est perçu, c'est légal, pas de problème. Il faut faire de la prévention, il faut mieux investir dans le traitement, dans la recherche, c'est sûr, je suis un peu parti pris là-dedans, et surtout maintenir le monopole d'État. Mais ce qui me fatigue un petit peu, là, c'est qu'une fois que nos préoccupations morales autour du cannabis vont être parties, une fois que ça va être plus normalisé, la consommation de cannabis, une fois que les finances publiques vont encore être en déficit, est-ce qu'on va garder cette attitude actuelle? L'Auto-Québec, SAQ, c'est des vaches à lait pour le gouvernement. Vous ne voyez peut-être pas bien, surtout au fond, ce tableau qui est ici, mais au Colorado, les revenus qui étaient projetés de la vente du cannabis à des fins récréatives étaient de 70 millions la première année. En fait, ça c'était les revenus projetés. En fait, en 2014, ça a été de 67,6, qui n'était pas loin. Les actuaires étaient pas mal bons. Mais regardez, 2 années après, ça l'a doublé. 130 millions. Troisième année, 193 millions. Quatrième année, 205 millions. Et ce n'est que les mois de janvier à octobre. Ce n'est même pas l'année complète. Et on a ça à peu près dans tous les États, sauf, vous voyez les États du bas, là, vous allez me dire, oui, mais l'Alaska, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ils ne sont pas forts en calcul. Ils projetaient 12 millions de revenus, puis ils ont 1,7 million. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas en petit, là, c'est du mois d'octobre à juin.
les 1,7 million. Et le 1,3 million, c'est 2 mois. Donc, en 2 mois, ils ont fait quand même 1,3 million. C'est une préoccupation qui, à mon avis, est importante. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années là-dessus? Et puis, je vais terminer là-dessus. L'alcool, selon le Lancet, c'est à peu près la revue la plus prestigieuse de la communauté scientifique. Et dans le Lancet, en 2010, ils ont publié un article. Dans cet article-là, ils rassemblaient les experts, les meilleurs experts sur les différentes facettes des problèmes que les produits, les substances psychoactives pouvaient causer. Donc, il y avait des experts de plusieurs drogues, mais des experts aussi du fait que les problèmes causés à autrui, les problèmes causés à soi, et ils les ont assis ensemble pour voir quelle est la drogue, la substance psychoactive qui cause le plus de problèmes. C'est laquelle, vous pensez? C'est l'alcool. C'est l'alcool, autant à soi qu'aux autres. Et le cannabis est pas mal plus loin. Je pense que c'est au 8e ou 10e rang. C'est beaucoup plus loin. Mais l'alcool, là, actuellement, les succursales au niveau de l'alcool, il y a 400 succursales qui vendent de l'alcool. Ça, c'est les succursales autorisées. Il y a à peu près 400 Provigo qui, dans les régions éloignées, bon, j'ai un chalet à Jersey, on appelle ça une région éloignée, c'est quand même 1 heure de Montréal, mais c'est le Provigo qui vend. Il y en a 400 autres, et il y a 1600 ou 1400 dépanneurs qui vendent du vin ordinaire, là, mais du vin quand même, que tu peux te pacter avec. Il y a ça. Non seulement il y a le monopole d'État, non seulement il y a une distribution étatique très grande, mais ils font de la promotion. À ta date d'anniversaire, si tu as la carte Inspire et non Aspire, une fois j'ai fait le... si vous avez la carte Aspire, à chaque semaine, Inspire, à chaque semaine, je reçois des offres. Je reçois des offres en disant, bon, bien, selon votre profil de consommateur, ceci, vous allez avoir une réduction, vous allez avoir 1000 points, et vous allez avoir 10 fois les points si vous achetez des bulles à votre anniversaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je pense que... Et ce n'est pas la voie, à mon avis, qu'il faut suivre, certainement pas pour le cannabis. Quand on parle que la promotion peut favoriser la consommation, je pense qu'on le fait actuellement pour le jeu, on le fait actuellement pour l'alcool. On n'a pas l'intention de le faire actuellement pour le cannabis et j'espère que ces intentions-là vont se poursuivre, mais j'avoue que j'ai des doutes. Je vous remercie beaucoup. On a le temps pour des questions?